Ganir est le John Wick de cette histoire, conservant sa position d'assassin légendaire le plus terrifiant que le monde ait jamais connu. Mais étonnamment, le même homme s'est transformé en un lycéen ordinaire. Ne vous laissez pas tromper, cependant. Il a toujours les mêmes compétences et domine absolument un groupe de voyous comme si c'était un mardi normal. Après avoir éliminé ses cibles en arrière-plan, il accueille sa nouvelle vie paisible de lycéen ordinaire. Mais pour en arriver là, revenons à son passé. Ce type est l'assassin le plus fort de tous les temps et était dans sa mission finale pour partir définitivement. Saisissant sa cible, le président Akagi, il fait preuve d'une vitesse divine, réagissant incroyablement vite aux balles et éliminant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Akagi savait qu'il ne s'en sortirait pas vivant et implora grâce quand Hayat, qui est aussi un assassin et le meilleur ami de Touji, tua le type à sa place. Leur organisation leur a confié la tâche de tuer Akagi, alors naturellement, ils abattent le président et concluent leur travail. Peu après le meurtre, Touji jeta un coup d'œil à l'écran du téléphone d'Akagi et vit une photo de lui avec sa fille. Il ne voulait plus participer à une vie de meurtre et a officiellement pris sa retraite. Touji rentre chez lui auprès de sa bien-aimée petite amie Mirei, qui attend pour lui préparer un bon repas. Sur le chemin du retour, Hayat chante les louanges de l'expertise de Touji et à quel point il est incroyable en tant qu'assassin numéro 1. Bien que tout le monde craigne son nom et sa réputation, Hayat pense que cela est dans leur domaine. Il est déjà triste que son meilleur ami prenne sa retraite pour de bon, mais notre garçon en a fini de ce boulot et veut mener une vie normale. Tout a commencé à se produire depuis qu'il a rencontré Marei, sa petite amie. Il veut vivre une vie paisible avec elle et leur chien, John, ce qui lui permet de ressentir une chaleur rare qu'il ne pouvait pas ressentir auparavant. Hayat pense que ce sera difficile pour un assassin, surtout quand tout ce qu'il sait, c'est tuer. Étonnamment, l'assassin impitoyable est aussi un amoureux qui veut bientôt demander sa petite amie en mariage. De retour à la maison, Touji a l'air élégant et accueille sa nouvelle vie de normalité. Il est nerveux comme un geek, se préparant à rencontrer son amour. L'odeur du sang le met mal à l'aise et la terreur plane sur lui. Il veut commencer une nouvelle vie avec Mirei, mais dès qu'il se précipite à l'intérieur, ses espoirs sont réduits en cendres. Mirei repose dans une mare de sang à côté de son chien. Vaincu, il s'approche d'elle, se demandant ce qui a pu causer cela. Sentant Hayat juste derrière, il appelle son meilleur ami qui félicite Touji de toujours savoir qui le suit. Malheureusement, l'organisation ne veut pas que quelqu'un comme lui vive une vie de retraité, surtout quand il refuse de les aider à atteindre leurs objectifs. Hayat pense que Mirei est un problème, c'est pourquoi il l'a tué, permettant à Touji de devenir libre. Par la volonté d'Odin, il tue Touji juste quand il est déjà à terre, regrettant la perte du plus grand assassin. Dans ses dernières pensées, Touji réfléchit à la dure réalité. Un homme comme lui ne pourrait jamais atteindre une fin heureuse et une vie normale. Et à cause de lui, son amour a subi les conséquences des actions d'un meurtrier impitoyable qui a osé rêver trop loin. C'est jusqu'à ce qu'il entende un tas de voix murmurant dans son état inconscient, l'aidant. Ces voix semblent inconnues jusqu'à ce qu'il rouvre enfin les yeux. Mais cette fois, il n'est plus Touji l'assassin, et il n'est plus en train de mourir à côté de ses proches. Le garçon essaie désespérément de sortir du lit dans un état de panique. Sa vision est floue jusqu'à ce qu'il se regarde dans le miroir, réalisant qu'il est quelqu'un de complètement différent. À ce moment, l'assassin le plus impitoyable et le plus craint de son époque n'est plus qu'un jeune garçon. On dit à Kedo Fujiwara qu'il a réussi tous ses tests et que son cycle de rééducation s'est bien déroulé au cours du mois dernier. Le médecin est heureux de s'exclamer que les souvenirs perdus du garçon reviendront également lorsqu'il reprendra sa vie habituelle, ce qui implique que Kedo a souffert d'une sorte d'amnésie, bien que ce ne soit qu'une facette de l'histoire. Parce que pour le John Wick coréen ici, la dernière chose dont il se souvient est la vue déchirante de sa bien-aimée petite amie reposant dans le sang-froid à côté de son chien adoré. L'homme connu sous le nom de Touji, l'assassin le plus meurtrier qui voulait sortir de la vie sombre qu'il avait menée, a été trahi par son seul et unique ami, Hayat. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est dans le corps d'un jeune garçon, sauf que son identité est complètement différente de l'assassin de sang-froid qu'il était autrefois. Il y a beaucoup trop de choses à démêler pour lui. Mais pour l'instant, le gars a reconstitué un tas de choses pendant son séjour à l'hôpital. Apparemment, Kedo Fujiwara, le propriétaire original de son corps, a été tragiquement renversé et est devenu victime de Truck-kun en allant à l'école. Le garçon a subi une blessure au cerveau potentiellement mortelle qui a nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Et après être tombé dans un coma d'1 mois, il s'est finalement réveillé. Sauf que cette fois, ce n'est pas Kedo, mais plutôt Touji, qui est vraiment curieux de connaître le processus de la chirurgie et de la façon dont elle a été réalisée. Malheureusement, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé peu de temps après avoir été tué. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'une voix affirmant que le cerveau de Touji était parfaitement intact. En assemblant les pièces, il réalise qu'il s'est fait lobotomiser à la Kanjaku. La confusion l'entoure concernant les détails exacts des suites de sa mort, mais un flot d'émotions le submerge. Le même assassin impitoyable verse larme après larme, pleurant la perte de sa bien-aimée petite amie et de son futur bonheur. Dans la scène suivante, Kedo est libéré et va voir ses parents. Kyoko, la mère du garçon,
fond en larmes comme le ferait n'importe quelle mère après avoir vu son enfant rentrer sain et sauf à la maison. Son père, Teru Fujiwara, est curieusement un dessinateur de manga qui célèbre également le rétablissement rapide de son fils. La mère du garçon s'inquiète de l'amnésie de Kedo, tandis que son mari essaie de lui assurer que tout ira bien dès qu'il reprendra sa vie normale. Excités, ils se tournent vers leur fils pour avoir son avis. Mais contrairement à leur excitation, la seule chose que Tuji peut ressentir est la crainte. Il comprend que sa nouvelle identité est devenue liée à Kedo. Mais s'il y a quelqu'un lié aux incidents impliquant sa vie, alors cela signifie que les choses vont bientôt se compliquer. Mais pour l'instant, il affiche un sourire heureux, assurant à ses parents qu'il va bien. Parce qu'intérieurement, l'assassin le plus meurtrier s'est décidé à se fondre dans la masse pour l'instant. Nous passons rapidement à la partie où ils arrivent à la maison. Kedo est vraiment choqué, réalisant que le gamin est un enfant gâté parce que cette maison est immense. Il s'avère que son père n'est pas juste un dessinateur de manga moyen. Il a du succès. Le gars a probablement écrit Solo Leveling ou quelque chose comme ça. Et, oui, avant que vous ne me massacriez tous dans les commentaires, je sais que c'est un manhwa. De plus, sa mère est issue d'une famille de médecins renommés, donc c'est quelque chose aussi. Kyoko dirige le garçon vers sa chambre. Et en entrant à l'intérieur, Kedo prend une seconde pour absorber son environnement. L'assassin note la propreté de cette pièce, parfaitement organisée, et, honnêtement, ce n'est pas différent de l'espace de vie typique d'un lycéen. Se rappelant les parents du garçon, il se souvient à quel point ils étaient tous les deux inquiets et venaient fréquemment le voir à l'hôpital. Cela signifie que Kedo est aimé et chéri par sa famille, et cela rappelle à l'assassin le seul et unique désir de sa petite amie qu'il soit heureux. C'est le genre de bonheur que l'assassin ne pouvait pas connaître à cause de sa vie. Quoi qu'il en soit, l'assassin Tuji ne veut pas mener une vie qui finit par décevoir les parents de Kedo. Étrangement, il remarque une photo intéressante. Cette fois, il n'y a pas seulement les parents du garçon, mais aussi une autre famille de 3 personnes. D'après ce qu'il voit, l'assassin comprend qu'il doit apprendre tout ce qu'il peut sur les antécédents du garçon. Le lendemain matin, nous avons un nouveau visiteur. Cette nana arrive dans une longue limousine juste pour rendre visite à Kedo, sans tenir compte du fait qu'il n'a été libéré qu'il y a un jour. Il semble qu'elle tienne à le voir à cause de la longue date de leur relation. Le père du garçon ouvre la porte pour trouver la rayonnante Yuzua qui lui sourit. Elle est impatiente de vérifier l'état de son ami, lui demandant ce qu'il fait. Juste au moment où le père du garçon est sur le point de répondre, Kedo jette un coup d'œil et réalise que Yuzua est la même fille qu'il a vue sur la photo. Sans perdre une seconde, la fille l'étrangle avec une étreinte serrée, lui offrant ses préoccupations pour sa santé. Kyoko est heureuse de les voir se lier comme toujours. Quant à notre garçon, il observe attentivement la réaction de chacun et reconstitue l'information selon laquelle Yuzua doit être son amie d'enfance. Elle est excitée et veut l'inviter à l'emmener à l'école, mais Kedo refuse, réalisant que les antécédents familiaux de cette nana sont encore plus riches que les siens. Taro essaie de s'immiscer, mais Yuzua pousse cet homme directement dans la voiture, promettant de prendre soin de son état. Elle se retourne pour annoncer une fête de célébration pour le rétablissement réussi de Kedo. Ses 2 parents sont stupéfaits et reprennent le travail tandis que notre duo part pour l'école. À l'école, un groupe de voyous qui ont l'air de vivre dans la rue sont sur le point d'exécuter leur plan. Tetsu, leur chef, a l'intention d'embêter Yuzua même si ses amis ont peur d'avoir des ennuis pour avoir blessé la fille de Steve Jobs. Le regardant fixement, Tetsu rappelle à ses clowns qu'ils agissent comme des mauviettes sans raison. Ils pensent qu'ils sont déjà allés trop loin en prenant de l'argent à une personne spécifique, ce qui signifie qu'ils n'ont vraiment pas d'autre choix que d'exécuter ce travail. C'est juste le genre de personnes auxquelles ils ont affaire. Alors qu'ils parlent de leur plan malveillant, l'escorte coûteuse de Yuzua arrive, sauf que cette fois, ils sont surpris de voir un garçon à côté d'elle. Ces hommes de main expliquent que c'est juste un type normal qui se trouve être son ami d'enfance et qui a eu un accident récemment. En entendant cela, Tetsu est intrigué et s'approche en souriant. Dans la scène suivante, Yuzua et Kedo se séparent pour aller à leurs cours respectifs. L'assassin prend une seconde pour évaluer sa personnalité, pensant qu'elle est une amie gentille qui prend soin de lui comme une sœur aînée. En entrant dans sa nouvelle classe, Kedo découvre un aperçu de la vie normale, n'ayant jamais fréquenté une école auparavant. Le garçon ignorant demande sa place, et un camarade de classe est heureux de le voir. Mais le visage du même type passe d'un sourire à un regard de peur quand il voit l'imposant Tetsu juste derrière lui. Le crétin intimidant l'embête, déclarant qu'il n'y a pas de place pour Kedo dans cette classe et qu'il va venir avec eux. Peu de temps après, le même groupe l'emmène à l'extérieur tandis que l'ignorant Kedo se demande s'il a un bureau ici ou quelque chose du genre. Se souvenant de la façon dont ces gars ont ricané plus tôt, Kedo sent qu'ils doivent se moquer de lui, surtout maintenant qu'il le dévisage. Énervé, Kedo exige de savoir où est sa place, tandis que Tetsu et ses subordonnés trouvent la situation divertissante. S'approchant du garçon, le délinquant offre un dilemme au garçon innocent. S'il peut supplier à genoux, alors ils seront heureux de le laisser tranquille avec seulement quelques coups de poing. Apparemment, ce type doit l'avoir dans le cul parce que Yuzua préfère Keto à lui. Tetsu menace même le garçon que s'il ose mettre un pied dans sa direction, il va les tuer tous les deux. C'est drôle qu'il dise ça à John Wick en gros.
Keto prend une seconde pour comprendre la situation, déçu d'apprendre que ses punks sont vraiment ses ennemis. Il est triste, pas pour lui-même, mais pour sa nouvelle série de victimes qui vont se faire démolir. L'assassin ne voulait blesser personne dans le corps du garçon, ayant l'intention de mener une vie propre. Pour un dernier avertissement, il dit calmement à Tetsu que s'il retire ses mots, ils peuvent régler ça pacifiquement. Bien sûr, cette remarque rend le punk blond sans douche furieux comme s'il avait la diarrhée après Taco Bell. Rempli de férocité, cet homme charge en avant avec son poing, visant à tuer le garçon avec une seule attaque. Mais mon glorieux roi évalue la trajectoire de l'attaque, considérant ce type comme un pur amateur pour avoir attaqué avec un coup de poing minable, exposant 1 million de points faibles. L'attaque est si pitoyablement lente que Kedo n'a même pas besoin d'essayer et détruit facilement la confiance de Tetsu avec un seul coup de poing. Réalisant que cette situation appelle à des mesures sérieuses, il frappe magnifiquement le menton de Tetsu avec la paume avant de le jeter au sol avec une projection de judo, tout en réalisant que le monde réel est pathétiquement paisible comparé à l'enfer auquel il est habitué. Un moment passe jusqu'à ce que Yuzua se précipite à son secours, pour se rendre compte que cet homme est en train de farmer son aura devant la lumière perçante du soleil. Il s'avère que cet homme n'était pas en danger. Il est le danger. Yuzua est étonné, se demandant si le garçon qui se tient devant elle est vraiment le même Kedo qu'elle a connu toute sa vie. Yuzua demande désespérément s'il est responsable de les avoir battus à terre. Au début, notre garçon hésite et finit par trouver l'excuse qu'il a été entraîné dans une bagarre inutile. Apparemment, Yuzua a aussi entendu la nouvelle, c'est pourquoi elle s'est précipitée sur le toit pour s'assurer qu'il allait bien. Elle veut croire que la réalité qu'un garçon innocent comme Kedo n'aurait pas pu être impliqué dans une bagarre aussi brutale, mais c'est seulement jusqu'à ce qu'elle aperçoive une trace de sang sur son col, pensant qu'il a dû se blesser ou quelque chose du genre. Kedo essaie de raisonner qu'il va parfaitement bien, mais Yuzua est un désastre d'inquiétude et lui crie dessus pour l'avoir fait s'inquiéter comme ça. Sa colère inquiète se transforme en tristesse, incapable d'accepter l'idée qu'il se blesse. L'assassin se demande ce qui s'est passé et s'excuse quand même. Il décide de retourner en classe pour l'instant, mais alors qu'ils partent, Kedo entend les murmures du blond battu. Le gars est fou et prévoit de se venger de lui. La scène passe rapidement à la fête tardive que Yuzua avait prévue plus tôt. Ses parents ont sorti le champagne et la nourriture la plus appétissante sur la table. Je veux dire, qui diable ont-ils engagé pour tout ça, Gordon Ramsay? Alors que les parents du garçon profitent de l'instant dans un rire heureux, Kedo ne peut s'empêcher de se remémorer à nouveau l'image de sa bien-aimée petite amie, Mireille, qui lui souriait souvent de la même manière et l'exhortait à manger rapidement. En entendant ces mots, cet homme est passé d'une machine à tuer à une machine à manger. Même leur chien voulait goûter à la nourriture. La même nuit, Touji est allé voir sa petite amie, se demandant si c'était ce que l'on ressentait en vivant un moment heureux avec sa propre famille. Ce même sentiment est canalisé vers son moi actuel alors qu'il découvre enfin ce que l'on ressent dans une vie normale. Quoi qu'il en soit, Yuzua semble être en retard à la fête même si c'était son idée au départ. Le père du garçon s'exclame que Yuzua traverse une période difficile récemment, même si elle ne le montre jamais et fait toujours bonne figure. Soudain, un sentiment désagréable commence à monter dans la poitrine du garçon comme si ses sens lui donnaient un avertissement d'une sorte. Curieux, il vérifie son téléphone pour voir que son ami d'enfance l'appelle. Il répond en demandant des nouvelles, mais il entend la voix du même punk qu'avant. Le punk est compte qu'il est compris rapidement et invite le garçon à se rendre à un endroit précis selon ses coordonnées. Et si Kedo refuse, ils vont s'assurer que Yuzua en paie les conséquences. Au fait, la même nana et son chauffeur sont retenus en otage, donc ils ne plaisantent vraiment pas. La voix de Yuzua rugit derrière lui alors qu'elle le supplie de ne pas venir. Mais notre garçon a entendu tout ce qu'il voulait entendre et s'est rendu compte qu'ils allaient la blesser s'il n'agissait pas bientôt. Alors il demande son chemin, et le délinquant le lui offre volontiers. L'appel téléphonique se termine peu après, et Kedo fait comme s'il était au téléphone avec un autre ami au lieu d'elle. Informant ses parents qu'il doit partir pour une course rapide, Kedo leur assure qu'il sera bientôt de retour. La scène passe à l'usine sombre et abandonnée où près d'une douzaine d'hommes armés attendent de le tabasser. Mais pas seulement ça, le chef de l'organisation est également arrivé tandis que son garde du corps est tranquillement occupé à s'entraîner derrière. L'homme est furieux que Tetsuya ait pris la peine de passer l'appel et lui claque même une canette au visage pour ça. Il essaie de se faire discret, et être appelé ici tout d'un coup le met en grand danger. Quoi qu'il en soit, l'ordure révèle qu'il a capturé Yuzua afin d'exécuter l'ordre de l'organisation. Apparemment, ils veulent lui soutirer des informations secrètes concernant son héritage. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore craqué, déclarant constamment qu'elle ne sait rien. C'est en fait la principale raison pour laquelle Tetsuya a pris la peine d'appeler sa meilleure amie, le même gamin qui traîne autour d'elle tout le temps, pensant que s'il menace de lui faire du mal, elle crachera le morceau. De cette façon, il aura réussi sa mission. Et en récompense, Tetsuya revendiquera officiellement sa place dans l'organisation. Le chef de l'organisation est d'accord avec ça, mais avertit le blond de ce qui arrivera s'il échoue à sa tâche. Vous voyez, Inokami, le monstre musculaire, n'est pas du genre à parler. Les seuls ordres de cet homme sont de tuer, comme il le démontre en lançant un haltère si vite qu'il démolit un putain de mur.
La simple existence d'Inokami suffit à faire mouiller le blond parce que s'il échoue, il sera le prochain. Yuzua rugit et empire sa position en les provoquant tandis que son assistant essaie de la calmer. Malheureusement, cela conduit Tetsuya à lui botter le cul, le frappant avec son pied, enragé que quelqu'un essaie de s'immiscer entre deux. Il dit à ses subordonnés de prendre son assistant à part et se concentre sur Yuzua, lui assurant que si elle ne parle pas, son ami d'enfance va mourir. Même alors, la fille impuissante confirme qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Énervé, Tetsuya ordonne que Kedo lui soit amené immédiatement. En ce moment, ils ont 40 voyous avec des armes et un ancien mastodonte de la lutte responsable de la mort d'un homme sur le ring. Avec ça, il n'y a aucun moyen que le gamin s'en sorte. Le blond est certain que Kedo ne dépassera pas Inokami, et à la fin, Yuzua finira par tout révéler. La perspective se déplace vers notre garçon qui trouve enfin son chemin vers l'usine. Dehors se trouve un tas d'idiots qui sont sur le point de devenir ses nouvelles victimes. Passant nonchalamment devant eux, le garçon ne montre aucune peur tandis que l'un d'eux reconnaît rapidement qu'il est leur cible. Mais il est déjà trop tard car cet homme les démantèle sans effort avec une frappe douloureuse au cou, les mettant à terre en un instant. Avec les 3 hommes vaincus, le reste des voyous charge rapidement en avant, mais c'est leur fin du monde alors que le lycéen nettoie le sol avec eux, poussant l'un des gars dans la poubelle. Avec un regard meurtrier, Kedo avertit les voyous de ne pas entrer dans sa ligne de mire s'ils veulent continuer à vivre leur vie en un seul morceau. Et, oui, le One Piece est réel. De retour à Tetsuya, son patron commence à s'inquiéter que le gamin ne se présente pas, se demandant même si le garçon a décidé de se dégonfler. C'est un enfant après tout, mais seule l'ordure blonde sait que ce qu'il a combattu sur le toit n'était pas un enfant, mais un démon. Il essaie de raisonner avec son chef, Suo, lui assurant que leur adversaire n'est pas normal. En parlant du diable, ils entendent leurs hommes chanter le nom de Fujiwara juste à l'extérieur de l'usine. Yuzua est choqué tandis que le lâche blond est terrifié pour sa vie. La porte s'ouvre en fracas alors que le corps d'un homme est jeté comme une boule de papier, atterrissant juste à côté des pieds de Tetsuya. Excité, le maniaque musculaire se tourne pour rencontrer sa cible. Pendant ce temps, le garçon apparemment inoffensif rappelle à Tetsuya son avertissement de la dernière fois. Cet homme a du mal à retenir sa force juste pour ne pas tuer ces types. Mystère Suo est déconcerté, se demandant comment un enfant a pu anéantir 20 voyous tout seul. Ajustant nonchalamment sa cravate pour un maximum d'aura, Kedo exige de voir son ami. Le cri de Yuzua résonne dans toute l'usine, craignant qu'il ne soit venu pour elle. Grâce à sa voix, il sait qu'elle est exactement à 30 mètres devant. Il est content qu'elle aille bien et scrute son environnement à la recherche des hommes hostiles prêts à l'attaquer. En l'espace de ce qui semble être à peine 53 secondes, la vitesse de cet homme dévaste complètement la pièce, choquant le patron par sa capacité divine alors qu'il abat tous les hommes autour. Même Tetsuya rampe comme une petite garce, réalisant qu'ils ont merdé et l'ont appris à leurs dépens. La peur de la mort le hante alors que notre garçon attrape Tetsuya avant de serrer le poing, promettant de le faire souffrir pas mal. Dans les instants suivants, cet homme lance des coups de poing rapides comme l'éclair, brisant avec précision les clavicules, les côtes inférieures et les coudes de Tetsuya. Comme si cette douleur atroce ne suffisait pas, le type le projette contre le mur le plus proche d'une simple poussée. Les hommes de Monsieur Suo sont tous terrifiés et ne veulent absolument pas se faire fumer par notre garçon. Ils veulent s'enfuir, mais il leur rappelle qu'il les paie pour le travail. Suo commence à réaliser le véritable niveau de danger auquel ils sont confrontés. Leur cible n'est pas un garçon sans défense, mais un monstre. Grâce à son bandeau, Yuzua n'a rien vu. Il s'approche d'elle et lui assure que tout va bien se passer. Juste au moment où notre garçon s'apprête à défaire ses cordes, le mastodonte pousse son poing pour le frapper. L'attaque touche violemment alors que Yuzua hurle de panique. Suo pense qu'il pourrait réellement avoir une chance de victoire grâce au physique monstrueux de l'ancien lutteur professionnel. Mais malheureusement pour lui, lorsque la poussière retombe, il est révélé que le coup de poing n'a pas du tout touché. En fait, Kedo a même lancé un contre-coup de pied contre son adversaire, l'arrêtant sur place. Le lutteur maniaque s'en fiche et prépare une autre attaque, mais elle est également redirigée par Kedo, qui assène ensuite un coup de poing dévastateur à son visage. Le coup de poing est si brutal qu'il lui brise le nez, et même alors, le lutteur pense que Kedo ne pourra pas le vaincre avec une telle force. Après avoir échangé quelques coups avec ce type, l'assassin comprend qu'il a affaire au plus fort du groupe. Et à cause de son physique actuel de lycéen, il lui est difficile de tuer ce type en un seul coup comme il le ferait normalement. Alors au lieu de ça, il opte pour une mesure différente. Juste au moment où le lutteur est sur le point de le frapper, notre garçon devient l'éclair et se téléporte hors de sa vue, visant les côtes d'Inagami. À partir de ce moment, Kedo déclenche un lourd barrage de coups, tous concentrés sur un point singulier, le frappant du genou et le frappant jusqu'à ce que le mastodonte ressente la terreur et soit assommé. Appelez-le David pour avoir tué le Goliath. Voyant leur lutteur fou se faire plier comme ça, les 6 hommes restants s'enfuient à toutes jambes, ce qui est probablement la décision la plus intelligente qu'ils aient prise. Bien que normalement, Kedo finirait ses cibles, en ce moment, il doit s'inquiéter pour Yuzua. Il défait rapidement ses cordes et affiche un visage heureux, exprimant sa satisfaction de la voir aller bien.
Il assure à Yuzua que la situation est sous contrôle et que Kawai, son assistant, va également bien. Bien sûr, ce genre de situation traumatisante n'est pas normal pour une fille comme elle, ce qui fait se demander à Kedo si elle a peur. Mais bizarrement, elle attrape sa cravate et au lieu de le remercier, se déchaîne contre lui pour avoir pris le pire itinéraire imaginable. Vous voyez, il aurait pu facilement appeler la police pour résoudre la situation ou consulter des adultes. Mais au lieu de cela, Frère a dû faire une entrée de cinéma et affronter 40 hommes en solo. Pourtant, Yuzua exprime sa gratitude qu'il soit allé jusqu'à la protéger, mais cela lui fait mal à chaque fois qu'il se met en danger comme ça. Son état actuel rappelle une fois de plus Mare, qui disait toujours à Tsuji de rentrer à la maison, craignant toujours qu'elle ne le perde un jour. Kedo s'aligne avec elle et promet à son ami qu'à partir de maintenant, il ne la fera plus jamais s'inquiéter. Leur moment de douceur est interrompu par les gémissements de Kawai, le pauvre type qui s'est fait tabasser sans raison. Kedo entend le son des sirènes de police et réalise que les flics sont là, soulignant qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux. De l'autre côté, Suo a à peine réussi à s'échapper, incapable de comprendre comment même le mastodonte n'a pas pu arrêter l'enfant monstrueux. Apparemment, ce type a aussi son propre patron qui semble être une sorte de chef du crime souterrain. Ce patron terrifiant révèle qu'il a envoyé un Lancelot pour s'occuper de l'enfant. Maintenant que le garçon a interféré avec les plans de l'organisation Great Will, il va le payer. Mais avant que cela n'arrive, revenons du côté de notre garçon. Il est de retour chez lui, allongé sur son lit, sachant qu'il a inquiété ses parents en y allant seul comme ça. Pendant qu'ils dorment profondément, Kedo se souvient à quel point ses parents étaient inquiets à son retour. Heureusement, la police ne l'a pas retenu pour l'interroger en raison de son absence d'implication. Quant aux voyous, leur mission et leur but ultime sont toujours ambigus à ses yeux. Ensuite, il y a le fait que l'homme responsable, Suo, a également disparu après la scène. D'après ce qu'il voit, il pense qu'il y a quelque chose d'encore pire qui se profile dans l'ombre. Alors qu'il court dehors, il se dit qu'il ne veut plus que personne autour de lui soit blessé. Soudain, un tas de projectiles sont tirés sur lui, le faisant sauter directement en l'air. L'homme qui les a tirés est en fait déconcerté que le garçon ait réussi à les éviter. Au fait, Kedo savait déjà que quelqu'un le suivait chez lui, c'est exactement pourquoi il est sorti ici en premier lieu, donnant à l'espion une cible facile. Se tournant vers le type, Kedo remet en question ses motifs. Le type effrayant est impressionné que le garçon ait réussi à le remarquer même dans sa chambre. C'est la première fois qu'il se fait démasquer comme ça, et avec ça, il est confirmé que ce gamin n'est pas un simple morveux ordinaire. Reconnaissant le mérite là où il est dû, Kedo félicite l'espion d'avoir couvert ses traces et d'être à un niveau complètement différent des voyous qu'il a affrontés à l'usine. À partir de ces deux faits seuls, on peut dire que ce type n'appartient pas au rouage d'une société normale, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il l'espionnait en premier lieu. Le harceleur de Kedo est plutôt impressionné et pense que le jeune enfant partage également des liens avec son domaine de travail, mais notre garçon reste simple et maintient son identité de lycéen ordinaire. Refusant d'entretenir davantage de bavardage, l'homme prépare ses lames pour leur ultime confrontation. La scène est familière à notre protagoniste qui se souvient de sa vie antérieure. L'assassin devant lui déclare officiellement la fin de Fujiwara Kedo. Ce même homme s'appelle Sanjo de l'organisation Great Will, classé numéro 67. Se mettant en position de combat, Kedo se souvient qu'il était lui aussi autrefois membre de la même organisation. Visitons le quartier général de l'organisation Great Will. Le membre du conseil Akatsuki est frustré que même après avoir kidnappé Yuzua, il n'ait pas pu obtenir d'indices. Akatsuki pense qu'ils auraient dû déployer une lance pour la mission dès le début afin d'en finir. Zoomons en arrière et concentrons-nous sur l'importance de cette organisation. Ce groupe est capable de plonger le monde dans le chaos grâce à un millier d'assassins sous ses ordres. Parmi eux, les 100 meilleurs assassins sont considérés comme l'élite et reçoivent le titre de lance. Chaque lance est si fiable qu'elle a un taux de réussite proche de 100% pour chaque travail. Entre autres choses, Minami et Akatsuki sont identiques. Minami révèle qu'il recherche un trésor spécifique qui modifiera l'équilibre du monde. Ce trésor s'appelle la graine de Fenrir, et Yuzua serait le propriétaire actuel de ce trésor sacré, bien qu'il n'ait aucune preuve pour conclure une telle chose. Yashima révèle qu'il a déjà envoyé Sanju pour le travail. Cette révélation les choque car avant d'utiliser une lance, il faut la permission d'Odin, mais c'est ça le truc. Yashima a déjà acquis cette permission. Tout d'abord, ils savent que le garde du corps de Yuzua est nul, donc il est impossible que ce soit lui, concluant qu'il y a plus dans la situation qu'ils ne le comprennent. Ils considèrent leurs ennemis comme une menace et veulent donc les éliminer aux mains des lances. Cela nous amène à la scène du combat où Kedo réalise qu'il a affaire à quelqu'un de la même organisation. La position que Sanju utilise est parfaite et difficile à lire, ce qui signifie son statut d'élite en tant que lance. Cela confirme également les pires soupçons de notre garçon selon lesquels tout ce qui entoure les problèmes de Yuzua est en fait contrôlé par l'organisation en arrière-plan. Ce n'est pas une simple affaire de butin d'héritage, mais quelque chose de plus grand. Sanju observe rapidement la position du garçon et remarque qu'il n'est pas du tout un lycéen. Le gamin est intrépide et se sent naturel lorsqu'une arme est pointée sur lui. Sentant le danger,
Kedo le considère comme une menace pour Yuzua et se précipite pour le frapper. Les premiers coups de poing sont des involtures évitées par l'assassin expert qui se dit que le gamin est incroyablement rapide et vise avec précision ses points faibles. De ce point de vue, il semble vraiment que Kedo soit un assassin de sa propre classe. Cependant, Sanju n'est pas une blague. Cet homme le poignarde presque au visage, ce qui oblige notre garçon à maintenir sa distance. De leur brève rencontre, Kedo a appris quelques éléments sur le style de combat spécialisé de son adversaire. Sanju est un combattant qui privilégie sa portée à son avantage. L'assassin est impressionné par les compétences du gamin et décide de passer à l'offensive en se précipitant directement dans les airs. La situation s'est inversée, et bien qu'il opte d'abord pour un coup de papillon, l'assassin se reconnecte rapidement à une position différente dans un effort pour submerger notre garçon. Sanju est vraiment heureux de voir son adversaire esquiver comme un expert. Pendant ce temps, notre garçon commence à réaliser qu'il est loin derrière en matière de force et de vitesse. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre un adversaire comme ce type, et c'est de scanner son environnement. Alors que l'élite lance passe à l'offensive, il pense qu'il a enfin trouvé une ouverture pour frapper. Mais à sa grande surprise, alors qu'il assène le coup final, Kedo retire nonchalamment sa veste avant de lui poignarder le coup d'un coup précis. Étonnamment, la lance a réussi à l'éviter de justesse et à riposter en balançant sa propre arme. Le coup finit par couper Kedo. Le sang coulé, il réalise qu'il a affaire à une lance puissante. Il réalise ses propres limites dues à un physique plus faible et non entraîné, tandis que la lance est plutôt impressionnée par la tentative du garçon de le piéger. Il explique que les mouvements parfaits de Kedo montrent qu'il est facilement un professionnel du combat, sauf qu'il lui manque une pure intention de tuer. Le seul ordre qu'il a reçu était d'assassiner un lycéen, mais maintenant, il comprend pourquoi une lance a reçu une telle mission. Sanju révèle qu'il est une menace pour les intentions de l'organisation envers Yuzua, c'est pourquoi il doit être assassiné immédiatement. Grâce à son propre aveu, Kedo est maintenant certain que l'organisation est liée à tout. Décidant de changer son mode de combat, l'assassin décide d'activer son mode de combat, prenant une pause cool. Il ne retiendra rien, promettant de montrer le véritable fragment de son intention de tuer. Sanju se lance avec sa danse du dragon complètement folle, qui est essentiellement des centaines de coups de lame lancés sur notre garçon. La lance est devenue insouciante dans sa poursuite et écorche littéralement un arbre avec facilité. Pendant ce temps, Kedo trouve un endroit sûr pour se cacher, réalisant qu'il a affaire à quelqu'un de bien au-delà du niveau d'un assassin normal. Le fou furieux tranche sa couverture, libérant un geyser d'eau. Ayant subi une autre coupure sur son corps, Kedo réalise qu'il a affaire à un utilisateur de classe S en plus d'une lance. Ces entailles incessantes sont si incroyablement difficiles à gérer que même notre garçon ne peut pas s'en sortir indemne. Sanju devient fou et accuse le lycéen d'être un tueur aussi, se demandant si ce serait grave si Yuzua était tué comme dommage collatéral. Eh bien, c'est là que cet homme a merdé parce que cette phrase seule déclenche la séquence de flashback traumatique de Kedo. Sauf que cette fois, le visage de sa petite amie est remplacé par celui de son ami. Fou de rage, il se lance pour attaquer l'assassin de front, brisant la lame de sa main, la saisissant, puis tailladant rapidement son épaule. Tout se passe si vite que même une lance experte est incapable de percevoir ce qui s'est mal passé. Tout ce à quoi il peut penser, c'est quel genre de gamin monstrueux il a affaire. Notre garçon refuse de ressentir la culpabilité et la souffrance qu'il a ressentie la dernière fois, c'est pourquoi il promet de protéger Yuzua de sa vie. La lance pense qu'il est inutile de résister à son destin car il va mourir par la volonté de Dieu. Le gars est à terre et veut toujours se battre. Ces entailles incessantes sont désormais inutiles car Kedo part habilement chaque attaque comme un professionnel aguerri. Accusant le lycéen d'être un lâche, Sanju se laisse grand ouvert pendant une de ses attaques. Lui rappelant sa place, Kedo se place juste derrière lui tailladant douloureusement la cuisse et rabaissant l'assassin professionnel pour être si bruyant. Réduit à un tel état, Sanju ne peut s'empêcher de se demander comment ce type est devenu si rapide tout d'un coup. Réutilisant les mêmes tactiques que la dernière fois, il essaie de submerger notre garçon. Cela se termine en catastrophe pour lui parce que Kedo laisse un tas de coupures juste autour de son bras gauche, révélant qu'il n'y a plus d'intérêt car il a déjà lu tous ses mouvements. Lors de son attaque suivante, Kedo explose à une vitesse incroyable, devenant une toupie et tranchant tout le long du chemin jusqu'au corps de Sanju. Arborant son regard meurtrier, il décrète la fin de la lance, qui se demande toujours comment on pourrait maîtriser un travail de couteau aussi rapide et une vitesse aussi divine. Sa façon de se battre lui rappelle la colère de Gungnir, l'assassin numéro 1 de leur rang. Kedo déchiquette brutalement le corps de ce type jusqu'à ce qu'il crache un bain de sang. Le combat est terminé et Sanju réalise à quel point il était surpassé dès le début. Alors qu'il halète fortement, la lance tremble de peur, sentant qu'il ne peut même plus bouger un muscle car les tendons de ses bras ont été sectionnés. Mais notre garçon est assez gentil pour lui laisser au moins une jambe pour s'en sortir. Quant au reste, la machine à tuer lui assure que sa carrière de lance est terminée et qu'il ne pourra plus tuer personne. Imperméablement, Kedo remarque que de cette façon, l'assassin perdra la seule partie de son identité qu'il chérit le plus. C'est un sort pire que la mort car ces personnes ne peuvent même pas s'intégrer dans une société normale. Mais avant de laisser ce type seul, le garçon déclare ces deux questions,
promettant de lui couper douloureusement l'autre jambe s'il refuse de répondre. Pour sa première question, il veut connaître le nom de l'homme qui a donné l'ordre et pourquoi il cible spécifiquement la fille. Riant comme un fou, Sanju révèle qu'il ne parlera pas même s'il le torture et le tue car il a juré fidélité à son seul et unique Dieu et qu'il ne trahira jamais sa volonté. La mention de Dieu confirme tout pour Kedo, mais, malheureusement, des sirènes commencent à retentir tout autour. L'imprudence de Sanju a attiré les flics. Dans ce bref instant, le type réussit à utiliser sa seule jambe pour s'échapper. Il recommande au gamin de s'en aller aussi avant qu'il ne soit attrapé. Avant de partir, Sanju se demande si le garçon veut vraiment être un lycéen ordinaire. Cette question le replonge dans ses souvenirs parce que Kedo se souvient que tout le monde autour de lui pensait qu'il ne pouvait pas vivre une vie normale simplement parce qu'il avait vécu sa vie comme un assassin de sang-froid. Même maintenant, alors qu'il est couvert de sang, la pensée s'accroche à lui. Est-il vraiment normal? Peut-il même être considéré comme un lycéen? Cette question reste sans réponse, mais nous passons au quartier général où Yashima apprend la nouvelle de Sanju. Izumo rapporte que la lance a été effectivement démantelée au point qu'il ne peut même plus continuer à travailler. Akatsuki est émerveillé par la capacité de Kedo à éliminer un assassin expert rayonnant d'excitation. Izumo confirme que qui que ce soit, c'était un monstre parce que Sanju a décrit les mouvements du type comme similaires à ceux de Gungnir, un nom qui attire l'attention de tous. Même Akatsuki pense que c'est une surestimation de dire ça. Pour comparer ce type à l'utilisateur de couteau le plus fort qui ait jamais vécu, Izumo comprend leur frustration, surtout lorsque le nom de Gungnir n'est pas prononcé à la légère. Minami interrompt leur confrontation tandis qu'Akatsuki se plaint de l'importance et de la spécialité de Tuji. Quoi qu'il en soit, il pense que ce garde du corps aléatoire de Yuzua s'est avéré considérablement puissant. Non seulement il a perturbé leur plan, mais il a également démantelé un adversaire de niveau lance. Avec ce développement, Yashima et les autres ne peuvent plus attendre. Tout cela amène Yashima à s'interroger sur le mystère derrière Keto Fujiwara. En parlant de notre garçon, il retourne dans sa chambre et se soigne en secret. Il traverse une crise d'identité, sachant qu'il est censé être un lycéen ordinaire au lieu d'un assassin comme il l'était autrefois. Malheureusement, il doit aider Yuzua à échapper au site de l'organisation, et il y a aussi le fait qu'ils le cibleront encore plus maintenant qu'il a vaincu une lance. Avec un corps comme celui-ci, il sera perdu. Alors Kedo a l'intention de se mettre au travail et de redevenir fort. S'il doit préserver cette vie paisible, alors il doit tout faire en son pouvoir pour s'assurer qu'elle reste en sécurité. Quant à l'organisation Great Will, Akatsuki se porte volontaire et exprime un grand intérêt à prendre l'homme mystère comme cible. Ils sont surpris, mais Izumo pense que c'est une excellente idée pour une menace de ce niveau. Après tout, si ce type se compare vraiment à Tuji, une lance ordinaire ne suffira pas. Un Akatsuki curieux est d'autant plus heureux d'utiliser sa position pour s'occuper de la menace. Au fait, ce type n'est pas une blague. Il est classé 9e au général et est l'un des plus grands assassins du coin. Après une journée depuis l'enlèvement de Yuzua, les parents de Kedo et la fille lui offrent une grande fête de bienvenue à la maison pour célébrer sa sortie de l'hôpital. Pour montrer son amour, son père présente les omura qu'il a travaillé très dur à faire, bien que cela soit un peu difficile à croire car le plat a l'air plutôt maudit. Après cela, Yuzua dit qu'elle a fait quelque chose de spécial pour lui aussi alors qu'elle place une assiette de ragoût de bœuf appétissant devant lui. Avec un sourire fier, elle lui dit de savourer son chef-d'œuvre pendant qu'il est chaud. Et au moment où il atteint ses papilles gustatives, notre garçon a instantanément un flashback du passé au moment où il quittait la maison, et Mireille lui a demandé s'il serait encore une fois absentard. Cependant, cette fois, il lui a dit qu'il serait à la maison à temps pour le dîner parce qu'il avait seulement besoin de rencontrer quelqu'un et de ramasser une chose ou deux, ne donnant aucun indice sur son travail réel. Mireille était vraiment contente d'entendre ça parce qu'elle préparait son ragoût de bœuf préféré ce jour-là, et ça l'a rendu très heureux. Puis il lui a dit avec des yeux passionnés qu'il partagerait quelque chose d'important avec elle à son retour avant de partir, et elle lui a fait ses adieux avec son précieux sourire et un Johnny souriant dans ses bras. Tout en mangeant le ragoût de bœuf, Kedo devient triste de ne jamais avoir pu lui dire qu'il quittait sa vie d'assassin pour être avec elle. Yuzua s'énerve en voyant sa déception et demande si ça avait vraiment si mauvais goût, mais notre garçon commence soudainement à engloutir sa cuisine comme si c'était son dernier repas sur Terre. Presque en larmes, il lui dit que c'est délicieux. Yuzua est contente d'entendre ça, et sa mère lui dit qu'il y en a beaucoup plus d'où ça vient s'il a un gros appétit. Alors qu'il regarde son père mettre le feu à la casserole et Yuzua sourire avec le gâteau et s'amuser, notre héros est reconnaissant du fond du cœur d'avoir une famille aussi aimante. Plus tard, il raccompagne Yuzua chez elle parce que les choses sont devenues plus dangereuses récemment. Il lui demande si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel se produire autour d'elle depuis lors, mais elle lui dit qu'il y a de la police tout autour de sa maison, elle devrait donc être en sécurité pour le moment. Confus, Kedo lui demande pourquoi son majordome n'est pas avec elle, et elle dit qu'elle lui a personnellement demandé de rester à l'écart parce qu'il est si ennuyeux qu'il est impossible de s'amuser avec lui ou que ce soit. Quoi qu'il en soit, elle lui fait savoir qu'elle s'est beaucoup amusée chez lui, admettant que cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas autant ri à nouveau. Son expression devient rapidement sérieuse lorsqu'elle avoue qu'elle se sent plutôt déprimée depuis qu'elle a perdu son père.
En entendant ça, notre garçon est complètement sans voix, et Yuzua réalise qu'elle ne lui en a pas encore parlé parce qu'elle ne voulait pas aggraver son amnésie avec des nouvelles aussi stressantes. Elle dit que c'est arrivé il y a environ 2 mois en même temps que l'accident de voiture qui l'a plongé dans le coma. Keto réalise que c'est pourquoi elle était si émotive à l'idée de le perdre aussi à l'époque, mais elle est restée forte et n'a jamais laissé transparaître ses sentiments tristes en les recouvrant de sa personnalité joyeuse à la place. Notre garçon s'excuse auprès d'elle de l'avoir inquiété, mais Yuzua lui dit que ce n'est pas grave et souligne qu'il n'a pas changé d'un iota, le surprenant. Ensuite, elle pense qu'il a un peu mûri, mais même quand il était petit, il avait l'habitude d'être imprudent et de se battre avec des enfants beaucoup plus grands que lui chaque fois qu'ils intimidaient Yuzua, même s'il savait toujours qu'il ne pouvait pas gagner. Comme ça, il est venu la secourir quand elle s'est fait enlever, mais elle n'a pas vu ses mouvements incroyables car elle avait les yeux bandés. Yuzua commence à avoir des soupçons et lui demande comment il l'a sauvé. Notre garçon esquive la balle en disant que tous ceux qui l'ont vu ont eu si peur, ce qui s'est techniquement produit après qu'il ait détruit leur camarade comme un monstre, ce qui fait douter Yuzua encore plus. Pourtant, elle pense que ça n'a pas d'importance tant qu'il est assez courageux pour venir la secourir dans une situation difficile. Yuzua avoue qu'elle était terrifiée quand les gangsters la menaçaient, elle est kawaii, mais quand elle a vu son visage briller plus que le soleil du matin, elle était sincèrement heureuse. Pour ça, elle le remercie. Et étant aussi habile qu'il l'est, notre garçon lui dit qu'il la sauvera peu importe le nombre de fois où elle aura besoin de lui, la faisant rougir plus qu'une tomate mûre. Après ça, la fille troublée lui crie de s'approcher et sort son téléphone pour prendre un selfie mignon avec lui. Fière de la bonne photo, elle dit qu'elle va en faire son fond d'écran pour se souvenir de cette journée incroyable, sans se rendre compte que ça pourrait lancer des rumeurs bizarres à l'école. Cependant, Yuzua marmonne que ça l'aidera aussi à passer à autre chose. Et en voyant Kedo capable de s'inquiéter pour elle sitôt après son accident qui a changé sa vie, elle est inspirée pour enfin arrêter de s'accrocher à la mort inattendue de son père. Notre garçon sourit en réalisant que Yuzua se débat tout comme lui, et ça le motive à protéger encore plus sa précieuse amie d'enfance. Juste à ce moment-là, il est choqué quand elle sort son téléphone et lui montre la photo de son père. Son âme quitte presque son corps quand il reconnaît qui est son père, et il confirme si l'homme est vraiment son père, ce à quoi elle répond que son amnésie doit être grave parce que son père a toujours été si gentil avec lui. Avec une expression sérieuse, elle mentionne que beaucoup de gens autour d'elle ont dit du mal de son père, mais il a toujours été gentil avec elle, et c'est pourquoi elle l'a aimé du fond du cœur. En regardant la photo du père de Yuzua la portant sur son dos, Kedo se souvient avoir déjà vu exactement le même fond d'écran avant quand il a terminé sa mission finale. Ça blesse chaque fibre de son âme quand il réalise que c'est lui qui a volé le père de Yuzua. En le voyant si triste, Yuzua lui demande pourquoi il est devenu si silencieux tout d'un coup pendant que Kedo assimile tout, se tenant devant la fille du président du groupe Akagi, l'homme qu'il a assassiné de sang-froid. Il essaie de rationaliser, pensant que Hayat est celui qui a appuyé sur la détente et qu'il n'aurait pas accepté la mission s'il avait su que c'était son père. Mais il se sent coupable parce qu'il a aveuglément suivi les paroles de la grande volonté selon lesquelles le président Akagi avait trahi l'organisation, donc il devait être éliminé. Il se sent encore plus mal parce qu'il n'a rien ressenti à l'époque, et maintenant il a mis Yuzua en danger également. Alors il envisage de lui dire qu'il était autrefois un agent de l'organisation qui a ordonné la mort de son père. Il serre les dents de frustration, toujours incapable de prendre une décision finale. Le lendemain à l'école, il est assis tranquillement à son bureau pendant que toutes les filles de la classe bavardent bruyamment sur le nouvel étudiant transféré qui arrive, espérant que ce soit un beau garçon. Au final, notre garçon décide de ne pas le dire à Yuzua parce que l'organisation ne cessera pas de le traquer juste parce qu'il a mis une seule lance hors service. Donc son seul vrai choix est de continuer à la protéger à tout prix. Juste à ce moment-là, le professeur annonce qu'un nouvel étudiant transféré est arrivé. Et quand le garçon demande la permission d'entrer, notre héros reconnaît instantanément sa voix, le regardant avec incrédulité. En jetant un coup d'œil au garçon joyeux aux cheveux roses, il se demande ce qu'une des lances divines pourrait bien faire dans son école. Se souvenant du dernier psychopathe qu'il a traqué, sa suspicion est confirmée que la grande volonté a envoyé celui-ci en réponse directe à son interférence avec l'enlèvement de Yuzua. Soudain, le garçon se tourne vers notre héros et perd son âme même avec un regard froid et impassible, déclarant ouvertement qui est sa cible prévue. Il ne fait aucun doute que le morveux aux cheveux roses est Akatsuki, l'une des 12 lances divines de l'organisation, nom de code bidant. Quelque temps plus tard pendant le cours d'éducation physique, la foule s'emballe pour leur nouvel étudiant transféré alors qu'il réussit avec désinvolture à marquer un autre panier. Les filles sont folles du garçon aux cheveux roses tandis que son coéquipier est sincèrement surpris qu'il réussisse à sauter si haut malgré sa petite taille. Makoto fait comme si de rien n'était en disant que c'était une super passe et motive son équipe à marquer un autre panier tandis que l'équipe adverse est irritée que l'étudiant transféré soit déjà stupidement populaire auprès des filles. Pendant ce temps, Kedo ne baisse pas du tout sa garde car il trouve étrange que la lance n'ait toujours pas fait un seul mouvement et se demande ce qu'il est en train de planifier. Vous voyez, les lances sont un groupe d'élite des 100 meilleurs assassins à qui on attribue des numéros. Et parmi eux,
Les 12 meilleurs sont connus comme les lances légendaires qui sont commandées par leur chef suprême Odin. Chacun de ces assassins incroyablement surpuissants a des capacités extraordinaires qui rivalisent avec 1000 hommes. Quand il s'agit d'assassinat, ces personnes peuvent facilement piétiner l'armée d'une nation entière. Ces guerriers d'élite ne sont déployés que pour les missions les plus critiques, ce qui amène Keto à la conclusion que cela ne peut signifier qu'ils sont déterminés à cibler Uzua. Keto baisse les yeux tristement alors que les souvenirs douloureux de sa dernière mission le frappent, et il se dit que les assassins doivent être à la recherche du trésor secret que le président leur aurait volé. Ça continue de le tracasser que si Akatsuki décide d'agir dans cette école, peut-il vraiment protéger la vie de tout le monde ici, y compris son ami d'enfance, avec son corps actuel de lycéen? Quelque temps plus tard, tout le monde retourne dans sa classe, mais les élèves n'arrêtent toujours pas de fanfaronner sur Makoto et continuent de le supplier de les rejoindre pour un karaoké. Il a un succès instantané auprès des filles qui commencent à craquer encore plus pour lui une fois qu'il révèle qu'il a un peu pratiqué le basketball aux États-Unis. Pendant ce temps, notre héros observe la situation à distance et réalise qu'Akatsuki ne fait pas son mouvement aujourd'hui, et il se fait une note mentale de rester sur ses gardes de main. Juste à ce moment-là, il entend Uzuo l'appeler et lui demander s'il peut aller quelque part avec elle après l'école. Notre garçon rejette instantanément son offre sans même l'écouter, insistant sur le fait qu'elle devrait juste rentrer directement à la maison pour la journée. Cependant, de nulle part, une main se pose sur son épaule, et Makoto apparaît derrière pour saluer la fille joyeusement par son nom, ce qui déclenche instantanément toutes sortes de signaux d'alerte pour Kedo qu'il est sérieusement après Uzua. Makoto se présente, mais Uzua souligne qu'il est déjà assez célèbre comme le nouveau beau garçon de toute l'école, et elle demande comment il connaît même son nom puisqu'ils ne se sont jamais réellement rencontrés. L'étudiant transféré joyeux lui dit avec un sourire insouciant qu'elle est la lycéenne qui a hérité de la fortune du groupe Akagi, ce qui la prend complètement au dépourvu. Elle devient soudainement un peu déprimée pendant que Mikoto continue, disant que son père est redevable au président, donc il a reçu l'instruction de veiller sur elle. Mais quand il essaie de l'inviter quelque part, notre garçon intervient soudainement et s'excuse en disant qu'il s'est blessé au doigt pendant l'entraînement et qu'il doit en fait aller à l'infirmerie. Notre garçon lui lance un regard froid et mortel, ce qui le convainc de jouer le jeu, et les deux garçons se séparent de Uzua. Elle regarde en arrière avec un sourire et remercie Kedo de l'avoir protégé des bizarres une fois de plus. Quelques instants plus tard, alors que les deux se tiennent sur le toit, Makoto admire la vue et se lance sur la merveilleuse période de la jeunesse d'un lycéen. Il regarde ensuite Kedo et demande en plaisantant s'il l'a amené ici pour lui avouer son amour ou quelque chose du genre, mais notre garçon continue de lui faire la gueule. Makoto rit simplement et continue en disant que Uzua est honnêtement assez mignonne de près, mais dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle soit la fille du président. Kedo en vient directement au fait et exige de savoir quel est son but en venant ici, se demandant si c'est une vengeance pour le gars aux cheveux violets. L'étudiant transféré a l'air aussi indifférent que jamais et demande avec désinvolture si c'est lui qui a éliminé Sanjo. Il commence à analyser son physique et trouve surprenant qu'il ait réussi à gagner contre Sanjo avec seulement quelques blessures mineures. Mais notre héros répète sa question, devenant visiblement plus agacé à la seconde. L'assassin abandonne finalement son acte innocent et admet qu'il veut mettre la main sur le trésor secret que Uzua a hérité de son père, ce qui confirme pleinement les soupçons de notre garçon. Akatsuki continue en disant qu'ils ne savent même pas ce que c'est réellement et qu'ils veulent juste des informations pour l'instant. Il offre à notre héros une chance de rejoindre leur organisation puisqu'il est plus fort que certains de leurs assassins. Le garçon ajoute qu'il ne cible que les méchants, gagne bien leur vie, et Uzua pourrait même lui donner l'emplacement du trésor secret puisqu'il est proche d'elle. Akatsuki lui lance un sourire méchant et avertit Kedo que c'est une très bonne offre puisque lui et la fille pourraient réellement réussir à survivre après avoir rencontré l'organisation de cette façon. Il marche ensuite jusqu'au bord du toit et tend la main, avertissant Kedo que s'il résiste, des enfants innocents vont être blessés. Notre héros refuse de laisser passer ça et se précipite immédiatement vers l'assassin en lançant un barrage d'attaques rapides. Makoto réussit à esquiver chacun d'eux avec facilité et complimente Kedo en disant qu'il peut rivaliser avec un pro avec ses mouvements rapides. Juste à ce moment-là, notre héros réussit à saisir son bras alors qu'il révèle qu'il savait que l'assassin essaierait d'utiliser des bombes. Le petit cube est son objet d'assassin unique avec lequel il combine des explosifs et des arts martiaux qui sont bien connus dans l'organisation comme la méthode par défaut de Biden pour anéantir ses cibles. La mention de son nom de code prend l'assassin complètement par surprise alors qu'il recule et crie que Kedo a beaucoup trop de connaissances pour une personne ordinaire. Makoto tient ensuite 6 autres bombes dans ses mains alors qu'il sourit comme un lunatique et déclare qu'il est sur le point d'augmenter les niveaux. Avec détermination dans ses yeux, il saute autour du toit et essaie d'attraper les bombes. Il réussit à saisir les 3 premières et se précipite rapidement vers le reste. Notre garçon fait ensuite du parcours au-dessus du mur et utilise ses pieds pour attraper les 3 autres. Makoto regarde toute la scène se dérouler et déclare qu'il n'y a absolument rien de normal chez Kedo, mais lance ensuite une autre bombe de nulle part vers le sol en dessous. Kedo essaie désespérément de l'atteindre pendant que l'assassin le nargue en disant qu'il ne peut pas protéger tout le corps étudiant comme ça. Notre héros ne parvient pas à saisir le cube alors qu'il tombe dans le champ en dessous, tandis que le lunatique à l'arrière claque des doigts et fait exploser la bombe.
Kedo se protège le visage de l'explosion alors que les élèves en dessous commencent à paniquer à cause de l'explosion soudaine et s'éloignent de la zone. Mikoto le rassure en lui disant qu'il l'a ajusté pour qu'elle explose avant d'atteindre le sol afin que personne ne soit blessé, l'appelant un petit bonus pour avoir réussi à attraper 6 des bombes. Keto est sur le point de se mettre en colère, mais Makoto l'interrompt et tend encore plus de bombes pendant qu'il demande qui il est vraiment et s'il rejoindra leur rang. Après y avoir réfléchi un instant, notre garçon répond qu'il n'est qu'un lycéen normal et qu'il ne le rejoindrait absolument jamais. Mikoto a l'air sincèrement déçu par cette réponse et se dit que Keto ne sera pas convaincu à moins que quelques personnes ne meurent, mais notre garçon laisse simplement tomber un nom en réponse, Gungnir. La mention de ce nom fait se retourner l'assassin avec un regard sauvage dans les yeux, tandis que Kedo déclare calmement qu'il était autrefois connu sous le nom de Gungnir. Pendant que les haut-parleurs de l'école annoncent une évacuation, Makoto regarde notre garçon et se fâche contre lui pour avoir même prononcé le nom de Gungnir. Mais juste à ce moment-là, il révèle qu'il ne faisait que gagner du temps. Et avant que Makoto ne puisse assimiler, des responsables de l'école arrivent sur le toit pour vérifier s'il reste des élèves. Le punk aux cheveux roses lui donne 3 jours pour décider s'il les rejoint ou non et l'avertit qu'il le regrettera s'il refuse. Après ça, les élèves sont libérés de l'école plus tôt à cause de l'explosion, et il y a une conversation en cours selon laquelle personne n'a été blessé par l'énorme explosion, et Yuzua demande à Kedo pourquoi il ne rentre pas chez lui. Kedo explique qu'il a quelque chose d'important à faire d'abord et veut qu'elle reste à la maison car l'explosion pourrait être une autre attaque visant à la viser. Juste à ce moment-là, Kawai crie avec passion que les mesures de sécurité ont été augmentées et qu'il a commencé à apprendre les arts martiaux pour protéger Yuzua, mais son enthousiasme exagéré ne fait que l'agacer. Yuzua demande à Kato de lui envoyer un SMS si quelque chose arrive, et il accepte. Mais une fois qu'elle s'éloigne en voiture, il se retourne pour regarder Mikoto comme pour lui faire savoir qu'il ne trompe personne. Pendant ce temps, alors que Mikoto observe notre garçon, il est certain que Tuji ne laisserait personne déshonorer le nom de Gungnir. Plus tard dans le train local, notre garçon espère qu'il a réussi à détourner l'attention d'Akatsuki de Yuzua et vers lui, se souvenant que bien qu'Akatsuki soit le plus jeune des lances divines, ses capacités ne sont pas une blague. Serrant son poing, il pense à la façon dont il s'est habitué à son nouveau corps, mais il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir affronter une lance divine au combat. Cette pensée le fait craindre de perdre s'il s'affronte après 3 jours, mais cela ne fait rien pour ébranler sa détermination à protéger Yuzua, même si cela signifie assassiner le punk aux cheveux roses. Juste à ce moment-là, notre garçon descend à la gare de Shibuya et se dirige vers l'endroit où il a été tué pour la première fois. Il saute sur le balcon en se demandant pourquoi il est venu, Moret ne l'attendant pas. Quand la porte s'ouvre, il se demande si ce n'est pas un piège de l'organisation. Malgré cela, il entre dans l'appartement pour voir la scène de crime nettoyée, le reste pareil. Il entend un bruit et se met en position de combat, s'attendant à un assassin, mais c'est son chien John qui remue la queue. John aboie joyeusement en courant vers lui, et notre héros remarque un frisbee dans sa gueule. Il se souvient des jours où Mireille et lui allaient au parc avec John, et il a les larmes aux yeux en réalisant que le chien se souvient de lui. Quelque chose attire son attention, une photo de lui, Mireille et John à la plage. Il se souvient d'un voyage où elle lui a dit qu'elle voulait qu'il soit heureux, même si elle ne comprenait pas son travail. Il répond qu'il est satisfait et mourra en la protégeant, mais Mireille dit qu'un mort ne peut pas être heureux et qu'il doit essayer de vivre. Pleurant, notre héros regrette de ne pas l'avoir rendue heureuse et qu'elle n'existe que dans ses souvenirs. Il rentre et dit à sa famille qu'un couple a dû abandonner son chien, et il se demande s'ils peuvent le garder. Avant qu'il ne puisse négocier, Taro accepte d'adopter le chien, et Kyoto propose de promener à tour de rôle. Quand il demande le nom du chien, il explique que les anciens propriétaires l'appelaient John. Plus tard, il demande à Yuzua si quelque chose s'est passé, et elle dit que c'est ennuyeux. Elle demande si elle peut venir caresser son chien, mais il lui dit de ne pas venir maintenant, souriant car il sait ce qu'il doit faire. Ensuite, il appelle Akatsuki, qui se moque de lui et lui demande s'il a changé d'avis, car les 3 jours ne sont pas écoulés. Mais notre garçon dit qu'il a fini de jouer et est prêt à battre Akatsuki sur le toit de l'école avant l'aube, jurant d'en finir car il est Gungnir. En entendant le nom Gungnir, Akatsuki est tellement furieux qu'il fracasse son téléphone. Pour lui, Keto ne pourrait jamais égaler leur Tuji, la définition même de l'assassin parfait. Pourtant, Keto ose revendiquer le nom de Gungnir devant lui. 3 ans plus tôt, au Moyen-Orient, ils étaient en mission dangereuse ensemble. Akatsuki a fait une erreur critique et s'est retrouvé encerclé par des ennemis. Son bras gauche a été arraché, et il allait mourir. Alors qu'il se préparait à la fin, Tuji est apparu et a abattu tous les ennemis en un clin d'œil. Akatsuki l'a remercié, disant qu'il n'avait survécu que grâce à son explosion et lui a demandé de revenir vivant, promettant de s'occuper de la mission. Le lendemain matin, ils se rencontrent sur le toit. Akatsuki demande à Keto ce qu'il pense, venant se battre en uniforme scolaire. Keto répond qu'il compte le vaincre d'abord, puis aller en cours. Riant, Akatsuki dit qu'ils avaient la même idée et que depuis hier, il pense que les mouvements de Kedo ressemblent à ceux de Gungnir. Il avoue avoir voulu être comme lui, mais maintenant que Kedo lui a fait ressentir la présence de Gungnir,
il ne lui pardonnera jamais, pas avant de l'avoir réduit en morceaux de chair rôtie. Avec un sourire, Akatsuki dit qu'il veut partager un petit secret avant de se battre. Il révèle qu'il a placé des bombes dans l'école, et comme son bras gauche est directement connecté à son cerveau, il peut les faire exploser en bougeant les doigts. Si Kedo perd, beaucoup de gens mourront. Et le seul moyen d'arrêter le bain de sang est de couper la connexion entre son bras et son cerveau. Il n'y a que deux options, lui couper le bras ou détruire son cerveau. Cependant, Kedo souligne qu'il y a une troisième option. Les bombes peuvent être désamorcées si Akatsuki perd connaissance. Akatsuki est surpris, et Kedo explique qu'il lui a déjà dit qu'il connaissait Akatsuki. Alors qu'il se prépare à se battre, Kedo dit qu'il n'est pas venu pour le tuer, mais pour l'arrêter. Avec un sourire confiant, Kedo demande si Akatsuki croit qu'il peut y arriver. Puis, sans prévenir, il fonce et lance une attaque. Akatsuki l'évite, mais notre garçon note que son seul avantage est de connaître les tactiques et la personnalité d'Akatsuki, car ce corps n'est pas aussi performant que le sien. Akatsuki lance des bombes, et quand elles explosent, elles visent les yeux et les oreilles de sa cible. Il enchaîne avec un crochet gauche. Cependant, Kedo connaît cette tactique, l'évite et frappe Akatsuki à la poitrine. En l'air, Akatsuki se déplace et évite le coup. Puis il contre avec un coup de poing solide, envoyant Kedo voler. Alors que Kedo se stabilise, Akatsuki dit que voler en arrière pour amortir l'impact était la bonne chose à faire, car un coup direct de son bras aurait complètement détruit le bras de Kedo. Avec un sourire menaçant, Akatsuki prévient que si Kedo est vraiment Gungnir, alors ce n'est qu'un aperçu de ce qu'il peut faire. Le coup de poing a déjà fissuré les côtes de Kedo, et il réalise qu'on ne peut pas vaincre un lance sacré en connaissant ses techniques. Kedo pense qu'une vie paisible n'était pas faite pour lui, un tueur. Pourtant, s'il est encore en vie, c'est qu'il y a une raison. Peu importe qui il affronte, il gagnera sans tuer personne. Il survivra pour ceux qui se soucient de lui. Avec une détermination féroce, il frappe de toutes ses forces, et ils échangent des coups rapides. Mais Kedo ressent soudain une douleur vive à la tête. Akatsuki profite de l'occasion et lance une rafale de coups. Kedo essaie de les éviter, mais il ne peut pas tous les éviter. Il se dit qu'il doit se concentrer sur la lecture des mouvements de son adversaire. Akatsuki lui donne un coup de pied, faisant glisser Kedo. Avec la distance entre eux, Akatsuki lance une autre bombe et la fait exploser. Une énorme explosion se produit, et il se précipite pour le coup de grâce. Mais Kedo connaît tous ses mouvements, il est déjà prêt. Akatsuki frappe de toutes ses forces, mais Kedo le bloque, lui disant qu'il peut sentir sa rage et son intention de tuer, et que ça ne brisera pas sa volonté. Il prendra toute la colère d'Akatsuki et l'avalera. Akatsuki sent que quelque chose ne va pas et saute en arrière. Pendant ce temps, Kedo se tient la tête et ses sens deviennent si aiguisés qu'il peut détecter non seulement les objets physiques, mais aussi la conscience de l'assassin. Akatsuki est pris au dépourvu par le changement d'attitude et se demande ce qui s'est passé. Il pense qu'il a lancé la dernière attaque depuis l'angle mort de Kedo et se demande comment ce gamin a pu bloquer ça comme s'il savait exactement où ça allait venir. Il sort quelques cubes de bombes et dit que ça devient intéressant. Il se penche en disant qu'il ne sait pas ce que Kedo pense, mais promet de percer ses défenses au prochain coup. Notre garçon se met en position défensive et réalise qu'Akatsuki passe à l'offensive. L'assassin aux cheveux roses lâche une bombe derrière lui et utilise l'explosion pour envoyer l'autre cube vers Kedo. Une énorme explosion se produit, mais notre garçon l'évite en devenant Jinwo et en se décalant au dernier moment, ce qui fait exploser l'objet derrière lui. Akatsuki le félicite d'avoir esquivé son attaque spéciale, mais il pense que si notre héros était si facile à assassiner, il ne servirait à rien d'envoyer une lance d'élite comme lui. Mais notre garçon reste silencieux et se prépare à encaisser ce que le garçon aux cheveux roses lui réserve. Chez lui, John est réveillé par l'explosion, tout comme la mère de Kedo, qui se demande d'où vient ce bruit. Elle se demande si ce sont des feux d'artifice. Pendant ce temps, sur le toit, ils se battent toujours de toute leur force, se protégeant avec leurs poings. Kedo pense que même s'il est impossible de voir les mains d'Akatsuki, il peut prédire tous ses mouvements car il connaît tous ses schémas. Akatsuki se tend en préparant son prochain mouvement, mais notre garçon prédit qu'il va lancer 4 bombes qui devraient exploser à 2 mètres devant lui. Alors que l'assassin s'apprête à les activer, Kedo les frappe dans plusieurs directions, ce qui recouvre tout le toit de puissantes explosions. Kedo parvient à rester debout en se protégeant le visage, mais il prédit le prochain mouvement de l'assassin et évite un coup de poing venant de la gauche. Notre héros riposte avec quelques coups rapides, ce qui force Akatsuki à se défendre car il commence à réaliser que quelque chose ne va pas. Il se demande ce qui se passe, car il n'arrive même pas à placer un seul coup. L'assassin pense que les yeux et les oreilles de Kedo devraient être hors service à cause des bombes, sans parler de la chaleur qui devrait rendre la respiration presque impossible. Cependant, le regard de notre garçon donne à Akatsuki l'impression qu'il peut voir tous ses mouvements, ce qui lui rappelle son bien-aimé Gungnir. Il se souvient quand Kedo a dit qu'il était Gungnir, mais ça le met en rage et il crie à notre héros de ne pas se moquer de lui. Il demande si ce lycéen est vraiment son Touji. Et si c'est le cas, pourquoi est-il apparu maintenant? D'un autre côté, Kedo tient à peine le coup et a du mal à respirer, mais parvient à garder les poings levés. Il réalise que même s'il peut lire les mouvements de l'assassin,
il est bien trop rapide, et il ne pourra pas tenir longtemps dans ce corps non entraîné. Il saute sur le rebord et décide d'arrêter de fuir. En même temps, Akatsuki pense qu'il n'y a plus d'échappatoire. Il ramasse des bombes et se dit que peu importe si ses mouvements peuvent être prédits, et il le met au défi d'éviter l'attaque en lançant les cubes vers notre héros. Notre héros se concentre à ce moment-là et court en utilisant toute la force de son corps en jurant de ne plus jamais rendre personne malheureux. Akatsuki active la bombe et illumine tout le toit comme le soleil, mais Kedo continue d'avancer même s'il ne voit plus rien. Il sent l'assassin devant lui et se prépare à frapper, mais Akatsuki l'évite et utilise le cube dans sa main métallique pour envoyer un coup de poing américain droit dans la tête de notre garçon. Cependant, Kedo le lit comme un livre, bloquant le coup avec son coude, ce qui le prend au dépourvu, et il enchaîne avec un coup de coude dévastateur au visage. Mais il ne s'arrête pas là. Il hurle le nom d'Akatsuki et lui assène un coup de poing sauvage au corps, puis l'achève d'un coup de pied à l'estomac. Le coup brise son bras métallique et envoie l'assassin voler par-dessus le bord du toit. Il perd connaissance alors que son corps s'approche du béton dur et inhospitalier. La scène se déplace ensuite vers un flashback où le jeune assassin dit à Gungnir de l'oublier et de se mettre en sécurité, mais notre héros lui dit qu'il ne veut pas qu'un seul de ses amis meure. Gungnir pense que cet état d'esprit ne convient pas à un assassin, mais c'est précisément pour ça qu'il a fait ce choix. Peu importe la taille de l'adversaire, il poursuivra son propre sens de la justice. Akatsuki se réveille enfin et demande à Kedo pourquoi il l'a sauvé. Il répond que sa seule priorité était de désamorcer la bombe, et qu'il n'a jamais pensé à le tuer. L'assassin sourit et lui dit qu'il ne peut pas vaincre toute l'organisation seul, mais Kedo reste ferme sur le fait qu'il le fera quoi qu'il arrive, car c'est le seul sens de la justice qu'il peut avoir en tant qu'ancien assassin. Les mots et le regard familier surprennent Akatsuki, lui rappelant Gungnir. Kedo déclare que peu importe si c'est la grande volonté ou Odin, il promet de les vaincre tous. Cette déclaration fait éclater de rire Akatsuki. Il répète les mots de Kedo et le traite de fou de penser à une telle chose. À la surprise de Kedo, l'assassin croit qu'il est vraiment Tsuji. Le garçon sourit et dit que seul un fou comme Tsuji pourrait dire une chose aussi folle, tandis que notre héros le regarde avec surprise. Le garçon aux cheveux roses en vient ensuite au sujet principal et lui demande pourquoi il ressemble à un cure-dent alors qu'il devrait être enterré 6 pieds sous terre. Kedo répond qu'il était également sûr d'être mort à l'époque, mais quand il s'est réveillé, il était soudainement dans le corps de Kedo. Il montre son cerveau du doigt et dit que pour l'instant, c'est tout ce qui reste de Tsuji, ce qui fait sursauter Akatsuki. Notre héros poursuit en disant que celui qui a donné l'ordre de l'assassinat ne peut être qu'Odin, ce qui fait complètement perdre ses couleurs à Akatsuki. Keto lui dit alors qu'il a absolument besoin de devenir plus fort et demande à Akatsuki s'il lui prêtera son aide, ce qui fait revivre à l'assassin cette scène. Akatsuki rit une fois de plus et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il ramasse son bras métallique et dit qu'il ne peut pas le tuer, peu importe qui le lui ordonne maintenant qu'il sait avec certitude que Keto est Tsuji. Notre héros lui demande s'il retourne à l'organisation, mais l'assassin le nie catégoriquement et dit qu'il est impossible d'y retourner après une telle défaite. Il demande ensuite au garçon ce qu'il compte faire maintenant, et Akatsuki devient sérieux, disant qu'il décidera après avoir examiné tout pendant un certain temps, car il lui est toujours impossible de croire qu'Odin ciblerait Tsuji. Il dit à notre héros de s'en aller aussi puisque la police est probablement en route et plaisante en disant que l'école sera probablement fermée pendant un certain temps. Notre héros le regarde s'éloigner et commence à l'appeler, mais tout d'un coup, il s'effondre sur le sol. Il se demande ce qui vient de se passer alors qu'il sent son esprit s'éloigner. Pendant ce temps, des assassins inconnus entrent en scène et procèdent à la récupération de Gungnir comme prévu. Une voix commence à appeler notre héros, lui disant de se réveiller, et il se demande d'où vient cette voix. Ses yeux s'ouvrent enfin alors qu'il regarde autour de lui, se demandant où il est, et il réalise qu'il est de retour dans son corps d'origine. La voix dit alors à nouveau qu'il s'est enfin réveillé et lui dit qu'ils ne sont plus qu'un maintenant. Kedo flotte lentement vers lui, ce qui fait écarquiller les yeux de Tsuji. Kedo l'appelle à nouveau et lui dit de protéger Uzua avec ce pouvoir, mais Tsuji refuse de lâcher prise alors qu'il crie le nom du garçon et tend la main vers lui. À ce moment-là, il se réveille trempé de sueur froide et est accueilli par un visage canin amical. Allongé sur le sol, il se demande où il est maintenant. En bas, les parents regardent les nouvelles, qui font état d'une nouvelle explosion à l'école. Ils sont tous les deux extrêmement inquiets de l'explosion de la bombe, et Kyoto demande s'ils doivent emmener Kedo à l'hôpital alors qu'elle lit ses messages, qui disent qu'il est rentré tôt et s'est couché parce qu'il se sentait étourdi. Le père lui demande si elle s'inquiète trop et dit que Kedo est probablement juste épuisé par tout ce qui s'est passé et la rassure en lui disant que leur fils ira bien une fois qu'il se sera reposé. Pendant ce temps, Kedo fixe le plafond en pensant que sa tête est encore embrumée et réalise qu'il a dormi pendant une demi-journée. Il se souvient s'être senti étourdi sur le toit, puis s'être réveillé dans sa chambre avec ses blessures déjà soignées. Il se rappelle qu'Akatsuki a fini par croire qu'il était Tsuji, mais il se demande s'il a fait preuve d'assez de force dans ce corps faible pour vraiment le convaincre. Cette sensation incroyable plutôt était comme si les émotions d'Akatsuki se déversaient en lui, et sans cela, il y avait de fortes chances qu'il meure. Il se demande encore ce qui est arrivé à son corps, mais son téléphone sonne. Quand il voit que c'est Uzua,
il répond rapidement et crie pour lui demander si elle va bien, ce qui la surprend. Elle lui retourne immédiatement la question puisqu'il a ignoré tous ses messages depuis le matin. Il s'excuse et dit qu'il a dormi jusqu'à présent et qu'il est juste heureux qu'elle soit en sécurité. Elle lui parle ensuite de l'explosion à l'école qui a fait sauter le toit et que les cours sont maintenant annulés pendant une semaine, ce dont il fait semblant de ne rien savoir. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas et demande à Kato s'il est encore impliqué dans cette affaire, ce qui le fait transpirer à grosses gouttes. Elle commence alors à le gronder et dit qu'il a toujours des ennuis et lui demande même si, au lieu d'être malade, il s'est en fait blessé dans l'explosion de l'école. Kato se redresse et pense que cette fille est toujours aussi perspicace. Il lui retourne la question et lui demande si elle a été en danger aussi, puis lui dit de ne plus s'inquiéter car il a décidé que quoi qu'il arrive, il la protégera. Yuzua devient rouge comme une tomate et exige de savoir ce qui lui arrive et lui dit de ne pas la distraire avec ses discours de héros cool. Elle continue à parler pendant qu'en bas, la mère de Kedo répond à la sonnette, mais ne trouve personne et voit un paquet par terre. Peu de temps après, on frappe à la porte de Kedo et sa mère lui demande s'il est réveillé et dit qu'il y a un paquet pour lui, qu'elle laisse dans le couloir. Kedo trouve cela suspect puisqu'il n'a rien commandé, et sa mère lui dit de venir dîner s'il se sent bien pendant que Yuzua remarque qu'il est tard et dit au revoir. Kedo ramasse la boîte et la pèse dans sa main car il ne sent aucun piège. Mais quand il l'ouvre, ses yeux s'écarquillent de choc en apercevant son couteau d'assassin original ainsi qu'une carte. Il se demande qui a bien pu envoyer cela chez lui. Quand il ramasse la carte, il voit un ensemble de coordonnées et se dit qu'il doit rencontrer l'expéditeur quoi qu'il arrive. Notre héros erre dans Shinjuku, suivant les coordonnées écrites sur le billet qui accompagnait son couteau, et remarque que même si l'endroit est proche de la gare, la circulation piétonnière diminue fortement. Cela lui fait se demander si l'expéditeur du billet ne se cacherait pas quelque part comme ça, et il se demande si ce ne serait pas la personne qui a transplanté son cerveau, en supposant que ce doit être Kedo. Finalement, il arrive à un complexe d'appartements et sent immédiatement qu'il ferait une cachette parfaite. Il entre dans le hall, mais après l'avoir trouvé vide, il avance. Il tombe finalement sur une entrée vers un niveau inférieur et soupçonne rapidement qu'il s'agit d'un piège de la personne qui a envoyé le couteau. Quand il atteint enfin le parking du sous-sol, il ouvre la porte et s'avance, se demandant pourquoi on l'a appelé à cet endroit, quand soudain il parvient à peine à esquiver une attaque sournoise. Repérant une flèche derrière lui, il voit la personne tenant l'arbalète se révéler aux côtés d'une complice, et elle remarque qu'esquiver la flèche n'a pas pu être un coup de chance puisque le vrai gagnir serait même capable d'esquiver les balles. Elle commente ensuite que le cerveau de notre gars semble fonctionner à merveille, et notre gars, qui ne les reconnaît pas, demande si ce sont eux qui l'ont appelé là, mais le porteur de l'arbalète dit qu'il n'est pas digne d'obtenir des réponses et charge une autre flèche. Il la tire en disant que le héros doit faire ses preuves en les battant. Notre garçon l'esquive de justesse et aperçoit une paire d'yeux brillants qui les fixe depuis derrière. La fille balance son coude, mais il se dérobe juste à temps, ce qui la fait frapper le pilier à la place. Pendant ce temps, il évalue rapidement que le duo a les capacités d'une lance de niveau intermédiaire. Et alors qu'elle lance une autre frappe, il dévie ses coups de poing tout en remarquant qu'ils utilisent une ancienne tactique de l'organisation consistant à créer une ouverture à l'aide d'une arbalète et à la terminer par un combat rapproché. À ce moment-là, l'autre gars balance un crochet depuis derrière, mais notre garçon pivote et se rapproche pour une double frappe, atterrissant un uppercut dans l'estomac de la fille et un coup de pied retourné au menton de l'homme. L'impact envoie la fille voler tandis que l'homme titube en arrière, se demandant quel genre de force l'a frappé avant qu'il ne se précipite pour essayer à nouveau. Notre gars repère les mouvements venir à 1 kilomètre de distance, comme lors du dernier combat, et prédit que l'adversaire ouvrira avec un combo de 4 frappes commençant par une entaille descendante gauche. Ainsi, avant même que cela ne commence, il réalise qu'il n'a pas besoin d'esquiver, alors il bloque le premier coup et enfonce un jab dans sa poitrine. Alors que le combat continue, ses capacités de conscience spatiale, de vitesse de réaction et de prédiction des actions s'accélèrent considérablement, et il submerge complètement les deux assassins. La femme réalise rapidement qu'ils n'ont pas été vaincus par un enfant, mais par le tueur le plus fort parmi eux, connu sous le nom de Gungnir. À ce moment-là, l'homme à l'arbalète rit et complimente le héros en disant qu'il n'est pas mauvais, mais dit qu'il a fini de jouer et fouille dans sa poche avant que sa partenaire ne lui crie d'arrêter parce que cela va à l'encontre de leurs ordres. Mais il hurle en retour qu'il ne peut pas en finir après avoir été humilié comme ça. Soudain, une troisième voix lui dit d'arrêter, et une silhouette familière entre en scène, saluant notre garçon, Tuji, et remarquant que sa transplantation cérébrale a été un succès. Notre gars le reconnaît instantanément comme étant le médecin de l'organisation, Kyosuke Kuji, et l'accuse d'être à l'origine de toute la transplantation cérébrale et le lie à l'organisation. Mais le médecin lui dit de se calmer, expliquant que bien que ce soit lui qui l'ait appelé là, il n'est pas celui qui a pratiqué la chirurgie cérébrale. Il ajoute qu'il a également quitté l'organisation Grande Volonté et promet de lui raconter tout ce qui s'est passé le jour de sa mort. Complètement confus, notre garçon se tourne vers Kuji et lui demande qui il est. Kuji répond qu'il va tout expliquer et dit à Kedo qu'il y avait un ordre de le tuer, et que celui qui l'a exécuté n'était autre que son partenaire, Hayate. À la mention de ce nom,
l'expression de notre héros se transforme rapidement en colère. Ensuite, Kuji explique que l'ordre était hautement confidentiel, connu seulement d'un petit nombre de personnes, et qu'il était l'un d'eux. Il dit qu'il a divulgué toutes les informations qui ont permis de récupérer le cerveau de Kedo avant qu'il ne soit caché à l'organisation. En entendant cela, Kedo demande si cela signifie que Kuji a trahi l'organisation, puis il exige de savoir ce qu'il en est des deux autres. Kuji répond qu'ils sont membres d'Agro, une unité spéciale opérant sous le commandement direct du gouvernement japonais. Le seul but de cette unité est d'anéantir l'organisation Grande Volonté. Il ajoute qu'ils sont plus communément connus sous le nom d'Argos, et ce sont eux qui ont transplanté le cerveau de Tuji dans le corps de Kedo. À cela, Tuji devient visiblement irrité en apprenant que son cerveau a été manipulé par le gouvernement japonais. Raoul commente que c'était son travail en tant que fonctionnaire, tandis que Reika dit poliment qu'elle est ravie de le rencontrer. Elle explique ensuite que le gouvernement considère l'organisation Grande Volonté comme sa plus grande menace. Raoul ajoute que le cerveau de Kuji a été conservé uniquement parce qu'ils avaient besoin de son aide. Pendant ce temps, Kedo a du mal à traiter tout ce qu'il vient d'entendre. Kuji lui dit qu'il surveillait à l'origine les progrès de sa transplantation cérébrale, et ils ont été soulagés de ne pas avoir à le tuer. Mais étant donné la situation à l'époque, sa mort avait semblé inévitable. En entendant cela, notre garçon leur demande s'il savait qu'il allait être assassiné, alors il devait aussi savoir que Moray était en danger. Il lance un regard de sang-froid, et il est si perçant que Reika a peur. Raoul dit rapidement qu'ils n'en savent rien, affirmant qu'il n'était même pas présent à ce moment-là. Alors que sa tête commence à palpiter, notre garçon la saisit d'une main et demande si cet étrange pouvoir qui lui permet de sentir l'intention de tuer est aussi un effet secondaire de la transplantation cérébrale. Mais avant que quiconque puisse répondre, il s'effondre soudainement inconscient, laissant tout le monde figé, confus quant à ce qu'il faut faire. Alors que les autres sont inquiets, Kuji semble plus intrigué par cette mystérieuse capacité qu'il vient de mentionner. De retour à l'organisation Great Wheel, Ashima demande à Izumi si Akatsuki a signalé quelque chose, et Izumi répond qu'il n'y a eu aucun contact, et qu'Akatsuki a même coupé toute forme de communication. Izumi admet qu'Akatsuki a toujours été difficile à gérer, mais il sait que les 12 lances divines sont autorisées à faire ce qu'elles veulent tant qu'elles ne défient pas Odin. Ashima demande alors s'il croit qu'il est possible qu'un membre des 12 lances divines soit vaincu, mais Izumi se moque de sa question, disant qu'il est rare d'entendre une blague de sa part. Il commente que, à moins qu'il n'ait affaire au fantôme de Gungnir, il ne peut imaginer Akatsuki perdre contre qui que ce soit d'autre. Ashima convient que la force de Gungnir était monstrueuse, mais il lui rappelle que l'homme est déjà mort et que son corps a été éliminé il y a longtemps. Pourtant, Izumi mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Argos aurait découvert quelque chose en rapport avec cela. Les deux hommes conviennent que s'il y a vraiment un espion parmi eux, ils doivent agir rapidement avant que la situation n'empire. Poussé par la colère, Ashima déclare qu'ils doivent d'abord éliminer Argos avant de tourner leur attention vers le siège de Fenrir, et Izumi est fermement d'accord. Au même moment, notre garçon se retrouve une fois de plus dans le royaume de l'esprit et le reconnaît rapidement comme l'endroit où il est déjà allé. Keto apparaît devant lui et explique que c'est l'endroit où leurs esprits ont fusionné. À ce moment-là, Tuji confirme qu'il comprend maintenant l'identité de Keto et demande si cet étrange espace est son pouvoir. Kedo lui dit qu'il pourra l'utiliser dans son sens le plus vrai tant qu'il apprendra à faire confiance à son propre instinct. Tsuji se réveille et remarque que la situation ressemble étrangement à celle qui a suivi son combat avec Akatsuki, où il s'est également effondré à cause de maux de tête et de vertiges, pour se réveiller avec la conscience de Kedo présente. Assis à proximité, Kuji lui dit qu'il se trouve actuellement à l'intérieur de l'une de ses caches, qui est directement reliée au parking où il se trouvait plus tôt. Il explique ensuite qu'il s'est écoulé exactement 1h50 entre le moment où Kuji s'est effondré et le moment où il s'est finalement réveillé. Il a également effectué plusieurs tests sur le cerveau de Tuji pendant qu'il était inconscient, confirmant qu'il n'y avait aucun problème avec les connexions neuronales. Cependant, l'activité cérébrale fonctionne bien au-delà de la normale, et elle monte encore plus en flèche pendant le combat. Selon Kuji, l'intention de tuer que 2G ressente est probablement causée par cette activité cérébrale accrue. Bien qu'il admette qu'il serait idéal d'avoir l'avis d'un expert, pour l'instant, il peut affirmer avec certitude que cette condition est extrêmement dangereuse. Kuji l'avertit que la surcharge l'a déjà plongé dans le coma pendant des heures, et si cela continue trop longtemps sans contrôle, la tension deviendra fatale. Notre héros se lève lentement, serrant son couteau et le pointant droit sur Kuji. Il rappelle froidement à l'homme qu'il n'a toujours pas répondu à la question de tout à l'heure. Il exige de savoir si Kuji a permis que Mirai soit enlevé juste pour pouvoir le recruter. Gardant sa voix calme, Kuji répond qu'il n'en avait aucune connaissance, il n'y a donc aucune raison pour qu'il se mette en colère contre lui. L'homme demande alors s'il aurait préféré mourir à ses côtés. Avant que la tension ne se rompe, Raoul ouvre soudainement la porte d'un coup de pied, et sa voix intervient pour dire à notre garçon de ranger le couteau. Avec un regard sérieux sur son visage, il raille l'homme, disant que l'organisation Great Wheel est un groupe dangereux qui vise à détruire le monde, et maintenant l'un de ses anciens membres fous est assis là à essayer de leur faire la leçon. Kuji intervient en expliquant qu'Argos croit qu'il existe 2 clés pour vaincre l'organisation.
La première est Guinir, tandis que la seconde est un trésor sacré connu sous le nom de graine de Fenrir, quelque chose qu'ils sont déterminés à protéger à tout prix. En entendant cela, l'esprit de notre héros revient immédiatement au moment où Akatsuki a poursuivi Uzua pour cette raison même. Il demande alors ce qu'ils attendent de lui. En entendant cela, Raoul ne perd pas de temps à le titiller à nouveau, disant que maintenant il a enfin l'air coopératif. Mais Touji le rassure en déclarant que faire tomber l'organisation est déjà quelque chose qu'il a décidé de faire avec ou sans eux, et Raoul est d'accord parce qu'un objectif commun le rend plus facile à faire confiance. Sur ce, Touji expose son plan. Ils vont cibler l'une des installations principales de l'organisation où notre héros a autrefois travaillé. Peu de gens connaissent même son existence. C'est l'institut de recherche où l'évolution humaine forcée connue sous le nom d'Avalon a été étudiée. Il abrite également une équipe spéciale dédiée à la recherche de la graine de Fenrir. S'ils peuvent enquêter sur Avalon, ils peuvent tout découvrir sur le trésor. Notre garçon pense que cela peut aussi le mener à la vérité derrière les raisons pour lesquelles Uzua est ciblé. Il dit alors à Kuji de lui donner tous les détails de l'opération. Quand le jour arrive enfin, un avion plane au-dessus d'un lieu inconnu. Kuji se tient à côté de lui, expliquant que s'il réussit à voler et à détruire la recherche, cela portera un coup dur à l'organisation. L'opération est sur le point de commencer, et alors qu'il se prépare pour la mission, l'horloge tourne et il ne reste que 5 minutes avant le début de l'infiltration. Alors qu'il reste 3 minutes avant que l'hélicoptère n'atteigne la cible, Raoul jette un coup d'œil à Touji et lui demande s'il a peur. Touji répond calmement qu'il ressent la même chose que Raoul, mais dans son esprit, il pense tranquillement que le moment qu'il attendait est enfin sur le point d'arriver. Dans la salle des opérations, juste avant le début de l'attaque, Kuji expose les détails de la mission. Il explique que le centre de recherche est divisé en 2 sections principales, le complexe hors sol, qui compte 20 étages, et le complexe souterrain. Dans le passé, cet endroit servait de terrain d'entraînement pour les assassins, mais il se concentre désormais sur la recherche visant à produire des assassins mutants par manipulation génétique. En entendant cela, Reika commente que c'est fondamentalement une usine qui transforme des humains ordinaires en monstres. Continuant son briefing, Kuji déclare que leur cible principale est située au 3e étage de la section souterraine où sont stockées les données les plus précieuses. Cela comprend des informations cruciales sur le siège de Fenrir. Ensuite, Rowell souligne que l'objectif de la mission est de récupérer les données et, si possible, de détruire l'ensemble de l'installation. Pour cela, ils se diviseront en 2 équipes, l'une d'entre elles attirant l'attention des forces de sécurité pendant que l'autre infiltrera le bâtiment. Bien qu'Avalon soit une installation extrêmement classifiée, ses défenses ne sont pas au niveau d'une base militaire appropriée. Néanmoins, l'infiltration sera difficile car ils n'ont aucune connaissance précise de l'aménagement intérieur. Touji se porte volontaire pour gérer lui-même l'infiltration, mais Raoul lui répond sournoisement, disant que c'était le plan depuis le début et laissant entendre qu'il connaît déjà la raison pour laquelle Touji a été maintenu en vie jusqu'à présent. Avec un sourire narquois, Raoul dit que la vie de notre garçon sera utilisée pour le bien de la paix mondiale et ajoute qu'il l'accompagnera à l'intérieur, ce qui signifie qu'ils devront travailler ensemble. Avec seulement 90 secondes restantes, Raoul et Reika commencent à donner leurs dernières instructions. L'homme ordonne à tout le monde de rester à leurs positions assignées tandis que Reika dit à l'équipe que 10 personnes l'accompagneront sur le toit et que 10 autres se dirigeront vers la porte principale. Elle explique que leur tâche consiste à créer une entrée bruyante et accrocheuse pour occuper la sécurité, donnant à Touji et Raoul une chance de se faufiler à l'intérieur pendant le chaos. Notre héros lui assure qu'ils y parviendront sans faute, et Raoul l'informe qu'ils feront leur entrée par le côté sud. Alors que la rampe s'ouvre, Raoul note qu'il ne voit presque rien à travers les nuages épais, mais notre garçon répond qu'il peut clairement sentir Avalon juste en dessous d'eux. Alors que leur point d'atterrissage approche, Touji se tourne vers Raoul et annonce bruyamment qu'il ne sera plus Guinir. Il est Keto Fujiwara. Sur ce, l'opération commence et tout le monde commence à sauter de l'avion. Notre héros vole dans les airs et Raoul lui dit qu'il va trop vite, mais il ne l'écoute pas parce qu'il pense que c'est l'installation de l'organisation Great Will où ils entraînent les assassins, et ici, il découvrira pourquoi Uzua est ciblé. Lorsqu'ils atteignent la zone de déploiement des parachutes, tout le monde ouvre ses parachutes et atterrit en toute sécurité. Raoul se met vraiment en colère contre Touji parce qu'il pensait que notre garçon allait mourir, mais il s'avère qu'il est tout à fait habitué à ce genre de cascade. Visiblement agacé par son bavardage constant, notre garçon lui dit de cacher rapidement son parachute avant que quelqu'un ne le voie. Il se cache dans les buissons et explore la zone, et Raoul dit que les choses se passent bien comme Kuji leur a dit, il devrait donc être capable de s'infiltrer facilement depuis l'entrée sud. Il dit à Kuji qu'il va ouvrir le volet, et soudain une explosion se produit sur le toit au-dessus. Reika envoie le message que selon le plan, les 2 équipes ont commencé la diversion, alors elle leur dit à tous les 2 d'infiltrer rapidement l'installation. Pendant que Raoul ouvre le volet, notre garçon reste là à penser que ça a enfin commencé pour de vrai. Alors que le volet s'ouvre, Raoul lui dit de prendre les devants et il suivra. Les sirènes se déclenchent et une annonce d'urgence est faite dans l'installation qu'il y a une activité suspecte, et l'équipe de sécurité doit immédiatement se déplacer vers le toit dans la porte principale.
Les chercheurs qui sont à l'intérieur de l'installation paniquent et pensent à qui attaquerait l'installation de l'organisation. Comme toute la sécurité est occupée, Tooji et Raoul se déplacent rapidement ensemble dans les couloirs. Raoul pense que Reika et les autres se débrouillent vraiment bien et se demande si toute la sécurité s'est déplacée vers le toit et la porte principale car c'est beaucoup trop calme. Soudain, Tooji sent 4 ennemis s'approcher, alors il se déplace rapidement vers le coin et les attaque en premier. Il assomme le premier avec un coup de poing à la tête, et les autres commencent à lui tirer dessus, mais il se déplace rapidement et les assomme également avec un seul coup de poing sec. Rowell est surpris de voir à quelle vitesse il a tué 4 ennemis avec juste un couteau, et il se demande combien il se retenait plus tôt quand il s'est battu contre 2. Tooji lui dit que les escaliers sont juste devant, et qu'il devrait se déplacer rapidement maintenant. En regardant tout cela sur un moniteur, Izumo dit qu'ils infiltrent l'installation avec seulement 2 personnes, mais ils sont assez forts car ils ont vaincu leurs assassins améliorés très facilement. Pendant ce temps, Omega lui dit que les gars ont l'air plutôt délicieux et demande à Izumo s'il peut faire ce qu'il veut s'il les élimine tous les deux, voulant la liberté comme tout le monde. Avec un sourire effronté, Izumo est d'accord et lui dit que la tâche qui lui a été confiée par Odin est de protéger Avalon à tout prix. Il lui dit qu'il aimerait voir son pouvoir, et s'il fait cela, alors il sera non seulement officiellement reconnu comme une lance, mais deviendra également une partie des 12 lances divines. Après avoir entendu cela, Omega se sent gonflé à bloc car c'est la toute première fois qu'il pourra utiliser ses pouvoirs en dehors d'une expérience, et il est également autorisé à tuer des humains. D'un autre côté, Raoul dit à notre garçon qu'ils doivent bouger car les ennemis arrivent, mais il reste juste là. Pendant qu'il lui dit de bouger, Tooji reste là et dit que c'est l'endroit uniquement conçu pour produire de forts tueurs comme lui grâce à des expériences inhumaines. Il rejettera donc leur croyance tordue selon laquelle la seule méthode pour changer le monde est de prendre des vies innocentes. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.